Est-ce que vous voyez le montage à l'écran? Oui, c'est bon, on voit votre écran. Très bien. Parfait. Bon, alors, bougez pas une seconde. Voilà. Alors donc, reconnaissance des apports aux résultats de l'entreprise. Alors, l'essentiel de ce que nous allons couvrir ce matin, la logique de l'exposé, bienveillance versus reconnaissance. Merci, me reconnaître, merci. L'entreprise est moins un nœud de contrat qu'elle n'est une courroie de transmission, la définition de soi et le changement d'entreprise. La reconnaissance rehausse l'estime de soi, reconnaissance et motivation en chiffres, la pyramide des besoins de l'entreprise intelligente, la psychologie réaliste et l'entreprise, la psychologie réaliste et l'optimisme, feedback, bonheur et croissance économique, 1800-2008, les émotions positives et d'autres diapositives. Dans un premier temps, je vais mettre l'accent sur l'importance de différencier des termes avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de la reconnaissance des apports des personnes aux résultats de l'entreprise. L'intelligification de l'entreprise, et j'ai écrit un ouvrage entier sur cette question. Alors, premièrement, il y a ce qu'on appelle le discours et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle également le rendement. Alors, c'est lié au sens de l'engagement des personnes dans le milieu du travail. Il y a donc, on doit tenir compte de la cohésion à travers les moyens utilisés pour rendre l'activité et il doit y avoir une cohérence en vertu de laquelle on va accomplir la fin de l'organisation de l'entreprise. Et la fin de l'entreprise, elle est, telle que Peter Drucker l'a indiqué en 1954, la création du client, et le client est créé à travers l'acte de réponse à l'offre qui lui est faite. C'est-à-dire qu'au moment où l'offre et la demande se rencontrent dans le marché, il y a satisfaction du client et non pas satisfaction de l'utilisation du bien que le client a acquis. C'est différent. Donc ici, on a le sens de l'activité. Donc on peut voir que le sens de l'activité et le sens de l'engagement ne vont pas tout à fait dans le même sens, justement. Vous voyez que le 1 et le 2 du sens de l'activité et le 1 et le 2 du sens de l'engagement, et ça s'inscrit dans le sens opposé. Il y a donc les termes utilisés en management, la construction des idées et les médias utilisés. Il faut être précis, concis, pertinent. Il faut valider ce qu'on a à mettre de l'avant. Il faut faire une évaluation et surtout un suivi. Ça a trait à l'exploitation de l'activité à venir de l'entreprise. Ensuite, il y a les éléments de concept, de projet qui vont avoir une utilité en termes de service marché, c'est-à-dire de satisfaction de la demande telle qu'exprimée par le client. Donc, il doit y avoir une réduction du risque, un abaissement de l'effort, une élévation du rendement, un meilleur rang marché, parce que c'est le rang marché de l'entreprise qui va démontrer quelle est la capacité de l'entreprise à performer, justement, et non pas de lier la performance, comme malheureusement la plupart des gens le font, lier la performance au fait d'avoir dégagé un profit à la fin de son exercice financier. Tout le monde peut dégager un profit à la fin de son exercice financier et de toute manière, on peut dégager un profit à la fin de son exercice financier et être techniquement parlant en faillite parce qu'on n'est pas en mesure de rencontrer ses charges fixes. On doit rechercher la pérennité de l'entreprise. Il n'y a aucune entreprise qui, en principe, existe pour disparaître. Elles sont là, en principe, pour se pérenniser dans le marché. Il doit y avoir un investissement redistribué par la suite et ça a trait à l'exploration de l'activité. Alors donc, il y a une différence entre l'exploitation des ressources actuelles dont l'entreprise dispose et l'exploration de voies nouvelles d'expression dans le marché de la part de l'entreprise. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le flux de travail, la réallocation des ressources, la réaffectation des personnes dans l'entreprise, dans l'organisation, en vue de l'innovation, c'est-à-dire d'offrir quelque chose de différent qui se différencie dans le marché. Ça doit donner lieu à une augmentation de la demande, une augmentation des salaires et des bonus pour compenser l'effort additionnel du personnel à la réalisation de l'activité nouvelle. Il doit y avoir une augmentation de l'avoir, une élévation du standing de vie, une diversification globale de l'activité et un partage élargi des retombées. Donc, on parle ici de contribution. Et
finalement, vous avez la substitution de la main-d'œuvre, la redistribution de la richesse et le déplacement de l'activité. C'est-à-dire, il y a un relèvement de la satisfaction, un relèvement de la motivation du personnel, un relèvement de l'engagement, une augmentation des réalisations, un dépassement de soi, une actualisation de soi de la part du personnel. Donc, il y a, et ces données-là sont liées à la valorisation de soi. Donc, au sein d'une entreprise, il y a ce qu'on appelle les valeurs d'usage, la valeur d'usage, pardon, et les valeurs d'échange. D'un côté, on parle de l'exploitation des ressources et de l'exploration d'avenues nouvelles d'offres d'activités dans le marché. C'est la valeur d'usage de l'entreprise, de l'organisation. Et de l'autre côté, vous avez les valeurs d'échange qui sont de contribution et de valorisation de soi. Donc, de contribution à son marché et de valorisation du personnel au sein de l'entreprise, de sorte que l'activité soit de mieux en mieux rendue à la satisfaction du client. Je signale que les 500 mots les plus courants en anglais ont 14 000 significations ou sens différents. Le risque de mal-communication est d'autant plus grand. Je réalise tout comme vous qu'on est limité par les contraintes de la langue, c'est-à-dire qu'il y a, on le voit là, il y a 500 mots qui sont les plus courants en anglais. On peut sans doute faire la même chose en français et dans d'autres langues, mais là, j'ai des données sur l'anglais. 500 mots courants en anglais qui ont 14 000 significations. Donc, chaque mot a plus ou moins 2 ou 3 significations différentes. Ce qui veut dire que lorsque l'on parle du management de l'entreprise et des différentes dimensions du management et de l'entreprise, il faut tenter d'être le plus précis de sorte qu'on puisse se comprendre et gérer ce qu'on doit gérer et non pas s'imaginer avoir abordé une question en référant aux mauvaises notions alors que les personnes auxquelles on s'adresse auront une conception différente de ce à quoi on fait référence soi-même. Connaître l'entreprise pour comprendre son travail. Donc, vous avez la tâche qui est liée au personnel. On parle des habilités, donc de savoir-faire. C'est la dimension verticale de l'entreprise. Vous avez le flux de travail, l'unité d'appartenance du personnel. Là, on parle de coordination, donc de savoir-être des personnes. C'est la dimension horizontale au sein de l'entreprise. Ensuite, vous avez l'activité, c'est-à-dire le corps d'intégration. On parle d'innovation et de savoir changer. C'est la dimension interdépartementale au sein de l'organisation. Et vous avez au total l'entreprise comme telle qui est un système d'actualisation des personnes et d'actualisation de l'activité pour répondre aux besoins qu'exprime le client. On parle de force, de faiblesse, de menaces et d'opportunités. C'est le savoir évaluer, c'est la dimension intégrale de l'organisation. Et finalement, vous avez l'environnement externe, la dimension globale, à travers ce qu'on appelle l'analyse PEST, le savoir-servir. PEST tient pour politique économique, sociale, technologique et écologique. Donc, on a à l'écran connaître l'entreprise, c'est l'ensemble de ces données-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément l'environnement externe et que vous avez au haut de l'image, et le reste en bas de l'image, compris entre l'entreprise et la tâche, c'est ce qu'on appelle communément dans les textes l'environnement interne. Connaître l'entreprise, c'est connaître l'ensemble de ses dimensions et non pas seulement, comme malheureusement la plupart des dirigeants d'entreprise l'estiment, la connaissance de l'entreprise référerait pour le personnel, le simple personnel, à une connaissance approfondie de ce qui a trait directement à sa tâche. Non, le personnel veut comprendre dans quoi s'inscrit sa tâche, dans un flux de travail qui fait partie d'une activité, et l'activité est la propriété de l'entreprise, laquelle entreprise s'inscrit dans un environnement externe d'expression d'elle-même. Le management comprend l'input, le throughput, l'output et l'outcome. Et j'insiste sur l'outcome parce que la plupart du temps, on n'y fait pas allusion. Donc, vous avez les objectifs et les indicateurs. Donc, il y a le marché. Le marché à droite, c'est l'outcome. L'outcome, c'est l'apport de l'entreprise à sa communauté de services. Et on parle dans ce cas-là de résultats d'exercice. Alors que l'historique, qui est fondé sur l'exploitation des ressources et l'exploration d'avenues nouvelles d'activités,
c'est là où on parle de la performance, et la performance de l'entreprise concerne le cycle de vie entier de l'entreprise et non pas le résultat d'exercice. Connaître l'organisation, je reviens sur cette dimension parce qu'elle est importante, capacité à comprendre dans le modèle Masus-Leclerc tardif auquel j'ai déjà fait allusion lors de live antérieur. Vous savez donc ce à quoi j'ai fait allusion, c'est-à-dire l'environnement externe. Et on y trouve les éléments de politique des gouvernements, d'économie du pays, d'économie globale, mondiale, la dimension sociale, la dimension technologique et écologique. Vous avez les opportunités, les menaces, les stratégies de positionnement marché, la mondialisation, le discours dominant dans son secteur d'activité et dans l'économie en général, les préférences collectives, la concurrence et les clientèles. Et vous savez, sur le plan de l'environnement interne, la mission, la vision et les valeurs de l'entreprise elle-même, ses cibles de résultats annuels, la performance antérieure, et j'ai bien indiqué que la performance avait trait au cycle de vie entier de l'entreprise et non pas au résultat d'exercice financier qui, lui, concerne justement le profit auquel j'ai fait allusion ou le déficit de cas échéants, les écarts de rendement, les innovations, les forces, les faiblesses, donc les structures de fonctionnement, le budget, les équipements, les technologies. Et vous avez également la dimension historique, la culture organisationnelle, le climat de travail, le contexte du travail, les conditions générales d'exécution de la tâche, les capacités, potentialités, opportunités, modes, méthodes et pratiques de l'entreprise, les croyances, les valeurs et les comportements des personnes au sein de l'entreprise, l'entrepreneurship, le leadership, la satisfaction, la motivation, l'engagement, la reconnaissance et la rétribution. Et si j'ai mis l'ensemble de ces notions-là à l'écran, c'est pour indiquer que chacune de ces notions-là a une définition différente. La satisfaction n'est pas la motivation n'est pas l'engagement, la reconnaissance, c'est pas la bienveillance, la rétribution, c'est pas uniquement le salaire. Alors, donc, l'ensemble de ces dimensions-là font partie de ce que l'on appelle, et on le verra dans quelques minutes, connaître son organisation, connaître son entreprise. Autrement dit, connaître son entreprise, ce n'est pas de dire dénoncer la raison sociale, c'est-à-dire le nom de l'entreprise. Ce n'est pas limité à la définition du secteur d'activité de l'entreprise. Ce n'est pas dire le nom du président ou donner un ensemble de statistiques annuelles sur l'entreprise. C'est connaître les éléments de la fin de l'organisation, les éléments de moyens de l'organisation, les intentions de l'organisation, le résultat, la performance de l'organisation. En somme, l'ensemble des éléments auxquels j'ai fait allusion jusqu'ici, que vous voyez maintenant à l'écran, c'est-à-dire les dimensions d'environnement externe et les dimensions d'environnement interne. Et on pourrait en ajouter d'autres, j'ai donné les principaux à l'écran. Si l'on ne connaît pas à fond son organisation, on ne peut pas la gérer sensément, c'est-à-dire en termes d'efficacité, non plus qu'utilement, c'est-à-dire en termes d'efficience. Et la connaissance de l'organisation, pour que sa fin de service marché soit pleinement accomplie, doit être complète, permanente et actualisée. Si on tient compte du paragraphe 4.1 de la politique 9001 de ISO en 2015, hein, la compréhension, donc la connaissance de son organisation, fait référence aux éléments de contexte auxquels j'ai fait allusion et non pas uniquement aux éléments de stratégie auxquels habituellement la direction des entreprises fait allusion. L'organisation que l'on connaît est d'ores et déjà adaptée à sa mission marché, c'est-à-dire que si on la connaît, on l'a déjà adaptée avant même qu'elle réponde à une demande en termes d'offre, une demande exprimée par son client. Et donc, changer avant même que son offre au client ne soit effectuée, puisque l'objectif de l'entreprise, c'est de rentabiliser ses ressources pour répondre le mieux possible à la demande qui est exprimée par le client, ce qui s'appelle la maximisation de sa performance économique ou financière. Et vous avez en bas une donnée, 94% des problèmes, selon Chris Zook, dans The Founder's Mentality, publié en 2006, et c'est extrêmement intéressant à voir, 94% des problèmes de l'entreprise ne viennent pas de l'extérieur de l'entreprise, ils viennent de l'intérieur de l'entreprise.
Pourquoi? Parce qu'on en a une mauvaise connaissance, une mauvaise compréhension. Parce que si on en a, comme je l'affiche maintenant à l'écran, si on en a une bonne compréhension, c'est qu'on a déjà fait en sorte qu'elle se change suffisamment pour répondre à la demande exprimée par le client avant même que le client ne l'exprime, et non pas après. Là où ça fait mal dans l'organisation, c'est-à-dire qu'il faut poser sur le bon volet du modèle Mazuz-Leclerc tardif les bonnes données. Alors, les bonnes données ont trait à la compréhension, c'est-à-dire l'orientation générale de la démarche de l'entreprise. Quelle est sa direction? Somme toute, quelle est son orientation marché? Il s'agit de comprendre en premier, avant de livrer ce qu'on a à livrer comme biens et services attendus par le client. C'est la question de l'affectation et de l'exploitation à laquelle j'ai fait allusion. Et vous avez en C l'apprentissage que l'on doit retirer de ce que l'on fait comme entreprise, donc à la livraison, parce qu'on a bien compris ce que le marché voulait à travers la demande exprimée par le client. On a livré ce qu'on devait livrer, et si par hasard il y a des choses qui ne correspondaient pas tout à fait, on a appris de ce que l'on a fait. Conséquemment, on en arrive à changer l'organisation avant même que l'organisation fasse face à une demande nouvelle, c'est-à-dire à une demande provenant d'un nouveau client. Prenons un cas patent de motivation. Alors, donc, une mécompréhension de l'organisation voudrait dire qu'il y a une insatisfaction du contexte du travail et des conditions d'exécution de la tâche. On a une mauvaise compréhension de l'organisation et donc les gens ne sont pas motivés à l'intérieur. Ça donne lieu à quoi? Ça donne lieu à droite, à une carence de motivation en emploi de la part du personnel et à une augmentation du désengagement à la tâche. Et ce que je viens d'indiquer maintenant, il y a une différence entre 1, la cause, 2, l'effet, 3, l'impact. La cause, c'est l'insatisfaction du contexte du travail et des conditions d'exécution de la tâche, alors que lorsque les gens parlent de problèmes liés à la motivation du personnel dans l'entreprise, ils font allusion à l'effet, c'est-à-dire la carence de motivation en emploi. Et la carence de motivation en emploi s'explique par une cause qui, elle, est indiquée à l'écran, c'est-à-dire, en général, c'est l'insatisfaction du contexte du travail et des conditions d'exécution de la tâche de la part du personnel. Quant à l'impact, lui, qui n'est pas l'effet, c'est l'augmentation du désengagement à la tâche. Donc, il y a une différence entre la cause, l'effet et l'impact. Alors, prenons, donc ici, on a l'exemple de la motivation qui est généralement personnelle, qui peut être également collective. Prenons un cas de problème de leadership. Alors, donc, le problème de leadership au centre de l'écran, la cause, c'est la mécompréhension du besoin de modèles de la part du personnel. De modèles chez des personnes chez lesquelles on va chercher justement l'essence du leadership. C'est-à-dire qu'un leader, c'est une personne qui influence les autres par son état d'être, par sa dimension par la connaissance qu'elle a, somme toute, de l'organisation et de ce qui est attendu du personnel en général. Donc, ici, on a la cause qui est liée au problème du leadership et on a l'effet et l'impact liés au leadership ou au défaut de leadership. Donc, on voit à l'écran, au centre, que la cause, c'est la mécompréhension du besoin de modèle de la part du personnel. L'effet, c'est la carence de leadership et c'est ça qui est habituellement noté par le monde comme étant le problème. C'est un effet de la cause à laquelle je viens de faire allusion, alors que l'impact, c'est la réduction qui, elle, est non comptabilisée du rendement ou en termes de résultats et de performance dans l'organisation. C'est-à-dire que le manque de leadership va avoir comme impact une réduction qui, encore une fois, je le souligne, est non comptabilisée, mais est bel et bien réelle en termes de sous-rendement exprimé en résultat d'exercice ou en performance sur le cycle de vie entier de l'organisation. En bas de l'écran, on voit l'organisation est une et entière par nature et tout ce qui s'y produit a un effet domino sur ses parties. Quand on a un mal de tête, on prend une aspirine, ça va de soi.
même si celle-ci va circuler dans le sang, le foie, les reins et tout le reste de l'organisme. Autrement dit, ce n'est pas parce que ça circule partout dans l'organisme que l'aspirine a été prise pour régler un problème de foie. Elle a été prise pour régler un problème de tête. J'avais mal à la tête, j'avais pas mal au foie. Ce à quoi je suis en train de faire allusion, c'est la distinction qu'il faut faire entre la cause, l'effet et l'impact. Donc, le leadership, il est de nature culturelle dans l'organisation et également de nature opérationnelle. L'organisation n'a pas deux états, elle est en permanence elle-même. C'est-à-dire, comme je l'ai exprimé il y a quelques minutes, que si on a une bonne compréhension de son organisation, donc on a une bonne compréhension de ses moyens et de la fin qu'elle doit accomplir pour servir son marché, elle a rendu au client le service que le client attendait. Et on verra dans quelques minutes d'où, à quel facteur on doit attribuer la cause de dysfonctionnement de l'entreprise. Je donne un exemple plus simple peut-être à comprendre. À gauche, en haut de l'écran, on voit un élément de cause. L'automobile, l'effet, c'est le CO2 et l'impact, c'est la pollution. Et la cause, l'effet et l'impact, ce n'est pas la même chose. Et à droite, on voit les gens ont le tort de lier le problème à l'effet constaté. Ainsi, les législations portent sur l'effet, le CO2, au lieu de porter sur la cause, l'automobile, en vue d'éviter l'impact, la pollution. Donc, il y a une différence importante entre la cause, l'effet et l'impact. Malheureusement, lorsque l'on parle des différentes notions liées à la gestion de l'activité dans l'organisation, ce qui va comprendre tout le phénomène de la reconnaissance sur lequel on va se pencher tout à l'heure, on attribue les problèmes aux effets et non pas aux causes réelles. La ventilation des problèmes dans l'organisation, toujours selon le modèle Mazous-Leclerc tardif, donc je reprends un peu les termes en ajoutant quelques éléments. Connaître l'organisation, capacité à comprendre, manager ses capacités à livrer, évaluer l'organisation, c'est la capacité à apprendre, et adapter l'organisation, c'est la capacité à changer. Alors, on dit ici, les chiffres indiquent l'ordre des sources de mal-gestion dans l'organisation. 90% des problèmes, et je vous ai signalé il y a quelques minutes qu'une enquête a été faite aux États-Unis où on indiquait que 94% étaient attribuables aux problèmes internes de l'organisation, ce qui correspond passablement au modèle qu'on a développé en 1998, Mazous-Leclerc et moi-même. Vous avez plus ou moins 8% des problèmes qui sont liés à la livraison et plus ou moins 2% qui sont liés à l'apprentissage. Ici, vous avez à gauche le cycle de relance et à droite, vous avez le cycle en mouvement, c'est-à-dire que, et on indique également à l'écran le niveau fondamental, la connaissance, et le niveau instrumental, c'est-à-dire la livraison, l'apprentissage et ce qu'on appelle normalement la capacité à changer. Alors, donc, le fondamental, c'est la fin, les politiques même de l'organisation, que l'instrumental fait allusion aux moyens, c'est-à-dire aux modes, méthodes et pratiques de gestion de l'entreprise. Lorsque l'on a bien connu son organisation, on a bien servi son marché, on a fait une évaluation des écarts possibles qui peuvent exister, on a déjà changé, donc adapté son organisation, ce qui veut dire que, techniquement parlant, tout se passe au présent dans l'organisation. C'est-à-dire la connaissance, la livraison et l'évaluation de ce qu'on est en train de faire, ça se fait essentiellement en même temps. Pourquoi est-ce qu'ici on le présente de façon séparée? On le présente de façon séparée pour essayer de s'expliquer les uns les autres quelle est la chose sur laquelle il faut davantage appuyer pour avoir une meilleure compréhension de son organisation. Je ne peux pas vous parler de l'organisation et ne mentionner que le mot organisation pour que vous ayez compris l'ensemble de ce à quoi je viens de faire allusion. J'ai été obligé de mettre l'accent sur la dimension de la connaissance, la dimension de la livraison, la dimension de l'évaluation, mais techniquement parlant, ça se fait au présent. Ce qui veut donc dire que ce qu'on appelle communément le changement de l'organisation, c'est une dimension passée par rapport au prochain client, puisque l'entreprise n'existe que pour le prochain client.
L'entreprise n'existe plus, ça a l'air un peu étrange à dire, mais c'est tout de même ça. L'entreprise n'existe plus pour l'ancien client, elle existe pour le prochain client. Et le prochain client, en termes de création de clients, ça peut être la même personne qui a acquis un bien antérieurement de la part de l'entreprise. Autrement dit, la création du client se fait à chaque transaction avec qui que ce soit dans le marché. Et vous avez ici le futur. Mais figurez-vous que le futur, il n'est pas encore arrivé. Donc, tout ne se passe jamais qu'au présent dans l'organisation, d'où l'importance de la compréhension de son organisation pour servir la fin de l'organisation, qui est de création du client. Et la création du client, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, elle se détermine par la satisfaction de la demande au moment où la demande est exprimée, ce qui n'a rien à voir avec la satisfaction du client après qu'il a acquis un bien. Donc, la satisfaction sur l'usage du bien que le client a acquis, c'est une autre dimension de satisfaction. D'où, encore une fois, le problème auquel j'ai fait allusion d'entrée de jeu, c'est-à-dire les termes de la langue nous limitent. Hein? Satisfaction, 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 ça ne veut pas nécessairement dire qu'on fait allusion au même type ou au même instant de satisfaction. L'organisation ne sert sa mission marché que si elle répond de l'utilité de son service avant son offre au prochain client. J'insiste, l'entreprise existe pour le prochain client, c'est-à-dire compris dans le sens de ce que Drucker en 1954 a appelé la création du client, qui se fait au moment où la transaction nouvelle arrive dans le marché. L'organisation n'a pas deux états. Elle est en permanence elle-même, ce qu'on voit à l'écran avec le carré vert. Il ne faut pas confondre l'organisation dans sa substance et les moyens de l'activité de l'organisation. Le problem facing et le problem solving. Un rapprochement entre Herbert Simon, March and Sart, tel qu'interprété par Thomson et également Mazus Leclerc Tardif, et je l'ai reformulé en 2010 comme suit. Alors, je parle maintenant de searching, c'est-à-dire de comprendre, de learning, de livrer, de deciding, d'apprendre, et de refocusing pour changer. Il s'agit de contrer la complexité organisationnelle. Pardon. Et l'ensemble de cette démarche-là s'inscrit dans le sens de la rationalité limitée, un concept qui a été développé dans les années 60 par Herbert Simon, un Nobel d'économie. À gauche, vous avez remplacé, donc c'est l'efficience maximale, le maximizing de Friedman, justement, Milton Friedman, c'est dans une dimension de système clos. Donc, on parle de stratégie d'homéostasie, c'est-à-dire que l'entreprise cherche à retrouver son équilibre. Et figurez-vous que l'état d'équilibre, c'est l'état de non-motion d'une organisation. Elle est en équilibre quand elle ne bouge plus. C'est une approche de type rationnel. Il faut remplacer ça par à droite, par l'accomplissement satisfaisant, c'est-à-dire le satisficing, et non pas satisfying, satisficing de Herbert Simon. Ça s'inscrit dans un mode de open system, c'est-à-dire de stratégie d'allostasie, c'est-à-dire de déséquilibre constant. C'est une approche plus naturelle. Pourquoi? Parce que la nature, comme l'humain, comme les organisations, sont appelées soit à disparaître ou soit à évoluer. Conséquemment, elles ne sont pas en état d'homéostasie constant, elles sont en état constant de déséquilibre pour répondre à leur fin d'existence. Maintenant, parlons de bienveillance, justement, parce que notamment en France, on a mis un accent fou sur la bienveillance. Je ne dis pas que la bienveillance ne doit pas exister, je dis tout simplement que la bienveillance, ce n'est pas la reconnaissance. C'est une disposition personnelle, c'est un rapport de niveau, une manifestation de pouvoir en quelque sorte. Elle s'inscrit vers le bas, c'est un acte social, c'est une politesse entre les personnes. C'est une déclaration à la personne, elle est ponctuelle et individuelle, mais il y a un sens de paternalisme rattaché à la bienveillance. C'est une civilité entre les personnes. Ça suppose la conformité du comportement du personnel. Donc, c'est une communication de convenance qui a trait à la socialisation des acteurs au sein d'une organisation, ça a trait aux valeurs, avec un S, des personnes, versus la reconnaissance. La reconnaissance, c'est une pratique organisationnelle.
C'est donc un acte de management comme tel, ce que n'est pas la bienveillance, qui est un acte de civilité entre les personnes, c'est un acte social. Alors, à droite, vous avez un rapport d'équité, c'est l'admission d'une contribution d'une personne au résultat de l'exercice de l'entreprise, puisque la personne au sein d'une organisation, d'une entreprise, est là pour accomplir une tâche. C'est envers l'égal, c'est un acte managérial, c'est un acte de justice sociale. Ça traite à la conscientisation de l'apport. C'est récursif et collectif. C'est une obligation et c'est de reconnaître, si on veut effectivement que les gens se sentent bien dans leur contexte de travail et contribuent à l'amélioration du rendement et de la performance de l'organisation. Donc, c'est une valorisation des contributions. C'est un apport aux résultats sur l'activité. Donc, c'est d'ordre de feedback positif qui entraîne une motivation. C'est une personnalisation, somme toute, de l'apport. Donc, ça entraîne dans ce cas-ci à la valeur sans S, la valeur économique de la contribution à l'activité, donc à l'exercice en cours et au cycle entier de vie de l'organisation, si on veut parler de performance comme telle. On voit donc que l'un s'inscrit vers le bas et l'autre qui s'inscrit dans le sens plutôt horizontal et non pas vertical. Alors donc, il y a les éléments de pire et les éléments de mieux dans les deux cas. À gauche, la bienveillance est une question de sincérité, alors qu'à droite, la reconnaissance est une question de compétence dans l'exécution du mandat d'emploi qui a été confié à une personne au sein de l'entreprise, de l'organisation. On parle à gauche de mindful et à droite de mindset. Et vous avez vu le mot mindset revenir dans des lives antérieurs où j'ai fait allusion aux recherches de Carol Dweck. Les deux choses reprochées en premier par le personnel chez les dirigeants affectant le rendement au travail, il y avait 20 000 répondants, c'est les éléments de reconnaissance et de bienveillance, c'est-à-dire d'attention sociale à l'endroit de la personne et de reconnaissance, c'est-à-dire d'admission de contribution valable à l'exécution du mandat d'emploi qui a été confié à la personne. Donc, ce sont les deux éléments les plus cités par McCall et Lombardo. Donc, il y a une courroie d'entraînement, cependant, entre les valeurs avec un S et la valeur économique. C'est-à-dire que les valeurs sociales dans l'entreprise font en sorte que les personnes sont plus à l'aise entre elles et plus enclines à apporter une valeur économique à travers l'exécution de leurs tâches. Il y a donc une courroie d'entraînement entre les deux. Vous avez d'un côté des actes et de l'autre côté, vous avez de l'activité. Donc, il ne faut pas confondre les concepts. Si on passe son temps à utiliser les mauvais termes pour définir les mauvaises choses, on n'arrive pas à se comprendre. Le rendement à la tâche, dans une formule extraordinairement simple développée par Anderson et Anderson en 2001, c'est le rendement à la tâche, c'est les habilités techniques qui sont vôtres multipliées par votre état d'esprit. Donc, vous avez compris que l'état d'esprit était lié à la dimension à gauche de l'écran, les valeurs avec un S, alors que les habilités techniques sont liées à droite à la valeur économique de rendement sur le travail par le personnel au sein de l'entreprise. 69% des employés ont dit qu'ils travailleraient plus fort s'ils étaient plus appréciés. Et on verra dans quelques minutes que le terme appréciation n'est pas la reconnaissance et ce n'est pas la motivation non plus. Chaque terme a un sens qui lui appartient. 91% donc des répondants pensent que leurs managers, c'est-à-dire leurs supérieurs, ça peut être leurs superviseurs, comme ça peut être les dirigeants d'entreprise, ne sont pas de bons communicateurs. Et l'ensemble de ce à quoi j'ai fait allusion repose sur la capacité de communiquer de tout le monde dans l'organisation. Vous avez là, 83% des managers pensent que les employés ont une voix, donc ils sont entendus dans leur organisation, alors que lorsque l'on demande aux employés, 54% des employés disent que malheureusement, ils n'ont pas voix au chapitre dans leur organisation, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas entendus
par la direction de l'entreprise, par la supervision de l'entreprise. Est-ce qu'on est toujours à l'écoute? Est-ce que vous me suivez bien? Oui, tout à fait. Parfait, alors je continue. Alors donc, les facteurs qui aident à améliorer l'engagement, vous les avez là à l'écran. Alors, je ne vais pas les reprendre, vous êtes capable de les lire. La confiance, les relations entre les personnes, la culture, les croyances dans l'organisation et les opportunités d'avancement, donc de croissance personnelle au sein de l'organisation. On voit que 77 à 66 %, c'est quand même important comme facteur qui aide à l'engagement du personnel. Alors, la reconnaissance du personnel est autant une fonction ressortissant du management qu'elle est un besoin de base chez tout humain. Les politiques explicites de reconnaissance sont rares dans l'entreprise. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas, je dis qu'elles sont rares. La fraternisation est un mécanisme d'intégration des personnes par effet de socialisation dans le cadre d'exercices que constitue le milieu du travail, alors que la reconnaissance des apports est une indication du service rendu à travers la valeur imputée à celui-ci. C'est donc pas la même chose. Et si on se plaît à confondre tout le monde en utilisant les mauvais termes, ben, on n'arrive pas à gérer de façon efficiente l'activité non plus que l'entreprise. La reconnaissance ne doit pas être confondue avec l'appréciation des personnes comme telles. La reconnaissance n'est pas un indice de fraternisation, mais bel et bien une marque d'encouragement envers les contributeurs de résultats aux opérations de l'entreprise. Ce qui doit être souligné à travers la reconnaissance, ce ne sont pas les qualités de la personne, mais la valeur d'apport de son travail au rendement sur l'activité menée. Alfie Kohn a produit un nombre impressionnant d'études justement à cet égard-là. C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un vous êtes donc intelligent, vous êtes extraordinaire, ce qui s'inscrit, ce qui se produit par la suite, ça entraîne de la fatuité chez la personne. La personne s'imagine être au-dessus de tout le monde et n'a plus à s'améliorer. Alors que si vous reconnaissez ces actes, donc les actes elles-mêmes, en les définissant, en les situant et en les évaluant, vous amenez la personne à vouloir se dépasser par la suite. C'est donc pas rien que la reconnaissance des apports aux résultats. La reconnaissance est, d'après Herzberg, qui a publié en 1960, le plus puissant moteur de motivation au travail qui soit. Les facteurs de motivation sont liés au contenu du travail, responsabilité, réalisation, alors que les facteurs d'insatisfaction sont liés à l'environnement du travail, sécurité d'emploi, salaire, avantages sociaux, etc. Et Herzberg a bien indiqué que satisfaction et insatisfaction ne sont pas sur un même continuum. C'est deux choses distinctes. Motiver le personnel à donner le meilleur de lui-même suppose agir à l'égard du bon objet de reconnaissance au bon moment. La reconnaissance est donc un acte réfléchi qui signale la valeur d'un acte méritoire. La reconnaissance, parce qu'elle motive au dépassement de soi, facilite l'accomplissement de soi chez qui la mérite et la reçoit. La reconnaissance doit être sincère et non pas surfaite et encore moins insignifiante. Et là, je pose la question, est-ce qu'on vous reconnaît? Puis mieux encore, est-ce que vous reconnaissez les autres? La reconnaissance, ce n'est pas la rétribution. Les Américains sont très forts sur tout le phénomène de l'attribution de salaire additionnel, de bonus additionnel, et qu'ils lient directement au phénomène de la reconnaissance, en anglais recognition, alors que la reconnaissance et la rétribution, c'est deux choses distinctes. Ils font le même genre d'erreur, à mon sens, quand ils parlent de leadership qu'ils attribuent aux leaders, alors que dans la définition de leader chez les auteurs américains, le leader, c'est celui qui occupe un rang dans l'organisation. Or, le leadership n'a rien à foutre avec le rang occupé par une personne. La reconnaissance est un geste d'équité morale, une admission de valeur ajoutée à travers la contribution de la personne à l'exécution de son mandat de tâche, qui s'inscrit, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, dans l'activité globale de l'organisation. C'est une incitation au dépassement. Donc, c'est une dimension immatérielle qui est liée à la culture, qui entraîne l'actualisation de soi au sens de Maslow. Alors, la rétribution, maintenant,
c'est le salaire, les bonus, les différents avantages, les compensations autres. Et c'est une dimension qui est plus matérielle, qui est liée aux opérations et ça a trait au profit de l'entreprise. Donc, il ne faut pas mêler les différents concepts. Malheureusement, c'est le cas dans un nombre incalculable d'écrits et où on confond, à travers l'usage de mauvais termes, des notions. Vous avez ici la dimension organique de l'organisation et à gauche, vous avez la dimension mécaniste. Et les deux existent dans l'organisation. C'est-à-dire la dimension organique qui a trait au comportement et la dimension mécaniste qui a trait aux différentes stratégies, structures et mises en œuvre de l'activité elle-même. Tout ça, ça existe dans l'organisation, mais tout ça, ce n'est pas une seule et même chose. 64% des Américains quittent leur emploi parce qu'ils ne se sentent pas appréciés. C'est une enquête du Department of Labor ou du ministère du Travail, si vous voulez, en l'an 2000. Et c'est une constante que l'on retrouve encore aujourd'hui. La reconnaissance, ce n'est pas plus l'appréciation, c'est deux choses différentes. La reconnaissance concerne plus spécifiquement le comportement, la performance à la tâche. Elle est de type vertical, situationnel et circonstanciel, alors que l'appréciation concerne plus directement la personne, la qualité d'être de la personne. C'est de type horizontal, c'est personnel et fonctionnel. Sur une échelle de 0 à 10, on a posé la question à quel point vous sentez-vous apprécié par votre supérieur immédiat. La moyenne est de 5 sur 10 dans un nombre incalculable d'enquêtes qui ont été menées avec cette question, bien sûr. Et une deuxième question était posée. À quel point vous sentez-vous apprécié par vos collègues de travail? Donc, vous voyez qu'il y a une différence entre le supérieur et le collègue. Là, en moyenne, c'est 8 sur 10. Donc, on est plus apprécié par ses collègues de travail qu'on est apprécié, somme toute, par ses supérieurs. Et vous allez me dire, qu'est-ce qui explique ça? C'est pas très, très compliqué à comprendre sur le plan de la psychologie du comportement des personnes. C'est que le supérieur suppose un rapport d'autorité, alors que le collègue suppose un rapport d'égalité. Donc, on se retrouve soi-même au même niveau que la personne que l'on apprécie. Donc, on se trouve à porter un jugement sur soi-même en même temps. D'où une moyenne beaucoup plus supérieure, 8 sur 10 plutôt que 5 sur 10. La reconnaissance comme l'appréciation engendre l'engagement du personnel qui en est l'objet. 81% des répondants à une enquête de Glassdoor en 2013 ont indiqué qu'ils se sentent motivés à travailler plus fort, donc mieux, pour un supérieur qui leur démontre de l'appréciation. J'ai bien dit que l'appréciation et la reconnaissance, ce n'était pas tout à fait la même chose. Forbes, en 2013, signale que l'appréciation contribue à l'augmentation de l'engagement à la tâche. L'engagement du personnel est 3 fois plus lié aux facteurs intrinsèques de la motivation. Donc, les éléments de contexte, les éléments de conditions générales d'exécution de la tâche vont amener la personne à être plus satisfaite dans son milieu de travail, ce qui constitue en soi des facteurs intrinsèques et non pas extrinsèques comme le salaire et les bonus. Et les facteurs extrinsèques de la motivation sont de meilleurs prédicteurs de performance à la tâche que les récompenses extrinsèques. Et ça a été démontré non seulement en 2001, mais ça a été démontré de façon répétitive à travers des enquêtes. Autrement dit, l'augmentation du salaire, les bonus, les avantages, les rétributions de toutes sortes, ça a un certain mérite, mais c'est très limité et ça n'ajoute qu'au niveau de la satisfaction momentanée de la personne et non pas de la motivation et encore moins de l'engagement comme tel au travail. Donc ici, on dit les facteurs intrinsèques de la motivation. Je vous signale encore une fois qu'il y a une distinction à faire entre la satisfaction, la motivation et l'engagement au travail. Me reconnaître, merci. Hein? Merci en marge de l'emploi. Donc, merci, c'est un savoir-vivre, je l'ai dit tout à l'heure. Ça doit être pris pour acquis en quelque sorte. Mais c'est un acte de condescendance à toutes fins utiles entre les personnes. Alors que la reconnaissance, c'est le savoir-être des personnes en termes d'organisation économique, c'est-à-dire d'entreprise ou d'organisation, ça doit être pris pour un requis.
c'est un élément de déférence envers la contribution d'une personne qui a accompli son mandat d'emploi. Il y a donc une différence à faire entre les deux et je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne doit pas y avoir de bienveillance dans l'organisation, qu'il ne doit pas y avoir de reconnaissance. Je suis en train de vous dire que c'est deux choses distinctes. Et si vous travaillez dans un milieu où il n'y a pas de bienveillance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de savoir-vivre entre les personnes, ben, grand fois, il ne reste pas grand-chose à faire que d'aller travailler ailleurs. Si on en est au point où il n'y a même pas de bienveillance entre les personnes, vous avez un problème sérieux. La reconnaissance est au cœur d'un emploi, alors que le merci, qui est un acte social en quelque sorte, qui est un acte de bienveillance, ça a trait davantage au rapport interindividuel et non pas au rapport de la personne vis-à-vis son mandat d'emploi, la tâche qu'elle doit accomplir. Le personnel est évalué sur son rendement à la tâche, lequel dépend de son comportement et le comportement dépend de son engagement. Or, l'engagement est stimulé par la reconnaissance. Et ça remonte aux études de Herzberg auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure. L'entreprise est moins un nœud de contrat qu'elle n'est une courroie de transmission. Les valeurs organisationnelles dépendent, au bout du compte, des valeurs personnelles des différentes personnes. Donc, vous avez l'augmentation de la satisfaction, c'est la dimension mineure, et vous avez la promotion, donc, qui est un élément de motivation, c'est de portée majeure. Vous avez l'autonomie à la tâche, qui est liée à l'engagement, et vous avez la reconnaissance qui, elle, découle de l'engagement. Donc, si on regarde 1, 2, 3, 4, ce que vous avez à l'écran, le contexte du travail et les conditions générales d'exécution de la tâche vont entraîner chez la personne un état qu'on appelle la satisfaction. Deuxièmement, si c'est maintenu ça dans le temps à travers les modes, méthodes et pratiques de gestion de l'organisation, il y a la satisfaction finit par se traduire par une motivation qui est une propension à vouloir s'engager de la part du personnel. Troisième élément, c'est l'engagement. Si la personne est satisfaite et motivée, elle en arrive ou peut en arriver à l'engagement. Ce qui va être l'instrument déclencheur la plupart du temps, c'est le phénomène de l'autonomie à la tâche. Le phénomène d'autonomie à la tâche, c'est essentiellement la décentralisation du pouvoir de décision entre les mains de l'exécutant de la tâche. C'est-à-dire qu'il y a une autonomie, donc il y a une reconnaissance de la capacité d'exécuter son mandat d'emploi. On lui fait confiance et non seulement on lui fait confiance pour ce qui a été défini dans son mandat d'emploi d'origine, mais on lui fait confiance également pour apporter un supplément qu'on appelle l'innovation. Et si tout ça est reconnu par la suite, l'innovation continue d'augmenter à travers l'engagement additionnel de la personne. Donc, vous avez les facteurs d'hygiène à gauche d'insatisfaction et les facteurs moteurs de satisfaction pour reprendre le modèle de Herzberg auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Donc, vous avez ici la dimension mécaniste et vous avez en haut la dimension organique. C'est l'un plus l'autre qui donne l'identité propre de l'organisation. Donc, c'est les facteurs d'hygiène, les facteurs moteurs et c'est les dimensions mécanistes et organiques bien gérées au sein de l'organisation qui vont assurer une meilleure satisfaction, qui va résulter en une motivation, c'est-à-dire une inclinaison à vouloir s'engager, et l'engagement qui est l'acte lui-même d'accomplissement de son mandat d'emploi. La définition de soi et le changement en entreprise. Vous avez l'auto-évaluation, et habituellement, l'auto-évaluation donne lieu à un manque de critique de la part des personnes qui s'auto-évaluent. C'est ça pourquoi la technique de l'évaluation 360 degrés met en rapport la personne elle-même et les personnes de son entourage pour justement rééquilibrer les choses parce que chacun se surévalue et sous-évalue les autres. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est de nombreuses recherches dans le domaine de la psychologie. À droite, vous avez l'autopromotion. Hein? Une valeur surfaite, c'est-à-dire que tout le monde tend à se surévaluer, je viens de le dire. Alors que la confirmation, c'est la preuve à l'appui, c'est-à-dire à travers justement l'évaluation de 360 degrés. C'est là on va avoir la véritable performance à la tâche de la part des personnes. La performance n'est pas ce qui est affirmé. La performance est ce qui est démontré sur une base de comparaison aux autres. La comparaison avec soi-même mène à la sous-optimisation des ressources.
La reconnaissance rehausse l'estime de soi en entreprise. Donc, vous avez l'estime de soi, vient de l'acceptation des autres, ça dépend de sa relation avec les autres, c'est une affaire de respect humain. Et le changement vient de soi, dépend des valeurs qu'on assume, c'est une affaire de respect de soi. Donc, on a des deux côtés un respect de soi lié à des dimensions différentes d'expression de sa personnalité. Reconnaissance et motivation, donc vous avez un investissement dans le contexte du travail et les conditions d'exécution de la tâche, c'est assuré par la culture générale de l'organisation et le climat immédiat de travail dans l'organisation. Et la culture et le climat ne sont pas une seule et même chose, encore une fois. Vous avez, sur le plan du management, l'autonomie au travail, la reconnaissance des apports aux résultats, c'est l'empowerment et le feedback. Et vous avez le renforcement qui est l'équité de traitement des personnes et le partage global des avantages, c'est-à-dire des retombées de l'activité, de l'investissement de la personne dans l'exécution de son travail. On parle de justice sociale et de participation à l'ensemble des retombées de l'organisation. Et tout ça dépend des modes, méthodes et pratiques de gestion de l'organisation, parce que les modes, méthodes et pratiques de gestion doivent tendre à optimiser les capacités, les potentialités et les opportunités de l'organisation. Quand j'ai parlé tout à l'heure de justice sociale, regardons un cas. Le cas de Sue Bird et de LeBron James, hein, joueur de basketball. Alors, vous avez une femme à gauche, à droite, vous avez un homme. 17 saisons, l'un dans la NBA, National Basketball Association, et l'autre dans le Women National Basketball Association. 4 championnats chacun. En 2020, le salaire à gauche, 215 000 $, à droite, 37 millions. Bagatelle, comme différence, 17 413 % d'écart. Et au niveau du bonus, en 2020, au final, on a donné 11 356 à l'une et 377 000 à l'autre. Un écart de 3 558 %. Estimez-vous qu'il y a là un facteur d'élément de justice sociale? J'imagine que non. Hein? Mais d'où vient le fait que l'on donne plus à l'un qu'à l'autre? Ça ne vient pas nécessairement de la NBA comme telle, ça vient de la société qui, elle, estime que les joueurs de football sont plus valables que les joueuses de football. Donc, ce qu'il faut redresser, ce n'est pas nécessairement la NBA. Ce qu'il faut pouvoir redresser, c'est l'ensemble de la société. Et ça, il y a moyen d'y arriver, figurez-vous. Ça suppose que tout le monde va s'y mettre. La pyramide des besoins de l'entreprise intelligente, vous avez le qui, l'identité propre de l'entreprise, le quoi, l'intelligence requise pour répondre aux besoins de son marché. Le comment, c'est l'exercice de l'activité. Le quand, c'est le résultat projeté. Et le pourquoi qui est à la base de tout, c'est la mesure de l'efficience. Autrement dit, une organisation, une entreprise, pour être plus précis encore, une entreprise existe pour exploiter des ressources qui sont à sa portée, pour répondre à un besoin à travers la demande exprimée par le client et y répondre mieux que la concurrence dans le marché, c'est-à-dire par la différenciation qu'elle apporte dans son marché et le niveau de satisfaction qu'elle apporte à son client à travers la transaction initiale et à travers l'usage des biens qu'il acquiert à travers sa transaction initiale. Le management est un sport d'équipe. Assuré seul, il mène à l'affrontement. La psychologie réaliste et l'entreprise. Vous avez le système 1, vous avez le système 2, Kahneman. Alors, le système 1, c'est le système automatique qui est involontaire, rapide, il y a peu d'efforts, il est peu coûteux en énergie. C'est le système par défaut. C'est l'intuition, c'est l'innovation immédiate, c'est-à-dire c'est la réaction que l'on a tous les humains en premier à toute situation qui nous viennent à travers nos sens. Donc, ce qui se passe dans notre environnement, on y réagit par nos sens, c'est le système 1 qui réagit. Le système 2, c'est le système plus réfléchi, c'est-à-dire ça vient après. Donc, c'est l'attention, c'est l'analyse, il est lent, il est exigeant en effort, il est très coûteux en énergie, hein, il doit être sollicité, c'est le raisonnement et la stabilisation de soi. C'est-à-dire qu'on réagit tous à toutes les situations qui nous confrontent par nos sens en premier.
Et après ça, on réfléchit en deuxième. Alors, le monsieur et émotion versus le monsieur R, raison. Donc, en premier, on réagit par nos sens, de façon émotive. Ce n'est pas incorrect, c'est la nature même de l'humain de réagir en premier par ses émotions. Mais il faut peut-être réfléchir aussi, parce que ne pas réfléchir et réagir à toute situation par ses seules émotions peut donner lieu à des résultats qui ne sont pas désirables. Quel ordre vous caractérise le plus? Autrement dit, êtes-vous en mesure de vous reprendre en main après une première réaction émotive ou n'êtes-vous pas en mesure de vous reprendre en main pour accomplir ce que vous avez à accomplir? La psychologie réaliste, c'est, vous avez, l'optimiste. Hein, c'est les synapses ouverts. Les synapses ouverts dans l'organisation, ça va venir par la transparence de la gouvernance, la décentralisation du pouvoir de décision, la reconnaissance des apports aux résultats. J'y ai fait allusion à plusieurs reprises cette fois-ci, mais l'ensemble de ces notions-là, je les ai abordées dans des lives antérieurs. C'est l'éthique des affaires, l'équité de traitement et l'imputabilité complète, universelle, permanente et inconditionnelle. Et en passant, l'imputabilité, je vais le répéter pour la énième fois, parce que c'est extrêmement important, l'imputabilité, ce n'est pas l'imputabilité qui touche le seul personnel de l'entreprise au sens habituel du terme, c'est l'imputabilité des supérieurs, c'est-à-dire des superviseurs, de l'encadrement des dirigeants, c'est aussi l'imputabilité des administrateurs, c'est l'imputabilité de tout le monde à l'emploi de l'entreprise. Et à l'emploi de l'entreprise, le président fait partie des employés de l'entreprise. La dimension pessimiste, c'est les synapses fermées, c'est l'opacité du management, c'est le contrôle des personnes et des actes. C'est les contraintes des règles, des normes, des standards, les compressions budgétaires et salariales, c'est la culture du blâme et le climat de méfiance, c'est deux poids, deux mesures chez les dirigeants et le personnel. Où vous situez-vous sur l'échelle? Le feedback sur la tâche. Alors, il y a à gauche, vous, le dirigeant, et à droite, la tâche qui va concerner lui, l'autre, le personnel. Êtes-vous juste? Donc, avez-vous été juste dans le passé parce qu'on n'est pas juste dans le futur? On est juste par rapport à ce qu'on a posé comme geste dans le passé. Êtes-vous positif par rapport à l'avenir? Et êtes-vous franc et ouvert par rapport au présent? C'est-à-dire, est-ce que vous faites une évaluation correcte de la contribution de la personne à travers la reconnaissance que vous lui accordez et l'appréciation que vous lui démontrez comme personne? Êtes-vous prête à offrir de l'aide à travers le message que vous allez véhiculer? L'absence de reconnaissance comme l'absence d'équité de traitement ou encore l'absence de partage des avantages sont des formes de feedback, figurez-vous, qui n'exigent pas d'être verbalisées pour avoir un impact sérieux sur l'engagement à la tâche, ce dont des dirigeants ne tiennent pas compte. Bonheur et croissance économique. Alors là, j'ai investigué, j'ai fait appel à Ngram Viewer de Google pour voir quelle était la courbe du bonheur et la courbe de la croissance économique. Étrangement, la courbe du bonheur est extraordinairement élevée, alors que la courbe de la croissance économique, elle est relativement peu élevée et on voit l'écart à l'écran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens veulent être mieux dans leur peau, ils vont finir par trouver l'équilibre qu'il faut pour être en meilleure santé morale et émotive, même si la croissance économique n'est pas au rendez-vous. Les émotions positives, amour, joie, gratitude engendrent la créativité, alors que les émotions négatives, anxiété, peur, frustration, colère, tuent la créativité. Ça, il faudrait en prendre conscience quand on est gestionnaire d'une organisation. Le ratio est de 3 pour 1. Ça prend 3 fois plus d'attention aux émotions positives que d'attention aux émotions négatives pour agir sur l'humain dans le sens de l'engagement personnel. Ce n'est pas une déclaration de Marcel Tardif, ça. C'est le résultat d'enquêtes nombreuses qui ont été menées à travers différentes entreprises à l'échelle internationale pour déterminer ce qui constituait ce qui expliquait la différence entre les émotions positives et les émotions négatives comme impact sur le comportement des acteurs dans les organisations.
Le bonheur entraîne le succès et non pas l'inverse. Et le succès n'est pas une affaire de chiffres, donc de profit ou de salaire, mais de création, c'est-à-dire de satisfaction du client. J'ai publié des ouvrages, et je le mentionne à chaque fois, non pas pour faire de la publicité, mais pour vous dire qu'il y a là des éléments de réflexion additionnelle par rapport à ce à quoi j'ai fait allusion jusqu'ici, qui peuvent vous être utiles. L'entreprise de l'autrement, l'intelligification de l'entreprise, l'humanisation de l'entreprise, la confiance dans l'entreprise et mieux définir le management pour mieux comprendre l'entreprise. Et vous avez ici le lien Internet pour y avoir accès. Et on passe à la période de questions-réponses. Alors voilà pour la présentation. Merci Marcel. Bougez pas, je vais juste revenir ici et couper, arrêter le partage, voilà. Alors, je vous remercie tous déjà pour votre présence sur cette fin de cycle de conférence. Je vous invite peut-être à mettre vos caméras, à ouvrir vos micros. Donc, je vois qu'il n'y a pas eu de questions de poser pendant la présentation. Je pense que ça peut être intéressant que vous nous partagiez. Vous avez peut-être des questions actuellement ou nous partager un petit peu votre retour, si vous le voulez bien. J'aimerais penser que les gens ont des questions pour... sinon, je vais me poser une sérieuse question de mon côté. Moussa, vous avez une question? Oui, je vous en prie. On ne vous entend pas, Moussa, votre micro est coupé. Alors? Ah, super, ça y est, merci beaucoup. Ok, moi j'ai une question. Oui. La question, quels sont les éléments à éviter pour le risque de mal communication dans le management? Pour éviter Le risque de mal communication. Oui, d'accord. Tout d'abord, les éléments de culture, hein, qui sont des éléments d'intégration des personnes dans le milieu du travail, c'est-à-dire les attitudes des différents dirigeants au départ. La méthode d'insertion du personnel dans le milieu du travail. Au stade de l'embauche, très souvent, en tout cas en Amérique du Nord, je ne sais pas ce que c'est à l'échelle européenne et ailleurs dans le monde, mais très souvent, on embauche quelqu'un et à compter du descriptif de tâches, on lui a indiqué où était le bureau où la personne devait travailler. On lui a indiqué le nom des personnes autour et on lui demande de s'asseoir là et d'exécuter la tâche qui lui a été confiée. Autrement dit, on ne s'est pas arrêté particulièrement au phénomène d'intégration dans son milieu culturel. On ne lui a pas expliqué justement ce qu'était l'organisation pour une meilleure compréhension. Et au niveau des communications, de façon plus spécifique, on n'a pas par la suite entretenu avec la personne des communications en vis-à-vis plutôt qu'en mode différé, parce qu'aujourd'hui, justement, l'ère de la surinformation et de la sous-communication, hein, à travers les médias sociaux, il y a plein d'images, il y a plein de textes, il y a plein de choses qui circulent, mais il y a peu de communication, c'est-à-dire il y a peu d'échanges entre les personnes. Et les meilleurs échanges entre les personnes, selon la recherche, et ça date des recherches de E.T. Hall, entre autres, à la fin des années 60, au début des années 70, c'est la communication en vis-à-vis. Donc, en personne. Parce qu'on peut voir la communication, on peut entendre la communication verbale et on peut voir la communication non verbale. Et la communication non verbale compte pour à peu près 80% du message transmis à l'autre, et c'est tout ce qui est imparable, c'est-à-dire la communication non verbale, on ne peut pas la trafiquer. Je peux vous mentir verbalement, je ne peux pas vous mentir à travers mes comportements. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est plusieurs chercheurs qui l'ont déterminé. Alors donc, la communication en vis-à-vis est la meilleure des communications. Je termine en disant que plus l'organisation est grosse, donc plus elle comprend de gens,
plus il devient difficile de se reconnaître les uns les autres. Alors, vous avez des entreprises qui, dans un live qui va suivre, je vais y faire allusion, il y a une entreprise en Hollande qui a un taux incroyable d'engagement du personnel avec un taux de résultats d'exercice et de performance sur cycle de vie entier de l'entreprise qui dépasse tout ce qu'on connaît dans son secteur d'activité et même à l'échelle internationale. Or, l'une des données d'organisation de cette entité, c'est qu'ils ne vont pas au-delà d'une douzaine ou d'une demi-douzaine de personnes dans chaque unité de travail. Autrement dit, 12 personnes arrivent à se connaître, à se comprendre et à s'influencer suffisamment pour atteindre des buts ensemble. Quand on est 2000, 20 000 puis 100 000 dans une organisation, on n'arrive plus à savoir qui on est, on n'arrive plus à s'identifier les uns aux autres. Donc, le phénomène de communication, encore une fois, va reposer sur un ensemble de facteurs auxquels je n'ai pas pu répondre, mais j'ai tenté de donner là quelques éléments, c'est-à-dire de rapprochement des personnes à travers des unités d'insertion, des unités de travail qui sont beaucoup plus petites et de leur donner à ces unités de travail, comme c'est le cas dans l'entreprise à laquelle je fais allusion, qui est un organisme plus public ou semi-public en Hollande, mais peu importe la nature de cet organisme-là, dans le domaine de la santé, a fait des miracles justement en réduisant la taille de chacune des unités, en donnant l'autonomie complète à l'unité en question, c'est-à-dire elles ont toute la responsabilité de l'embauche, du renvoi, de la rémunération, de tout ce qui concerne, et ça se fait sur une base de décision entre les personnes et non pas par le boss de l'unité en question. Alors donc, la communication, c'est le rapprochement des personnes pour une meilleure compréhension dans le sens où je l'ai expliqué tout à l'heure. Si on comprend bien son organisation, on va l'avoir adaptée à la demande réelle à satisfaire dans son marché. Et non pas, si on la méconnaît, on la comprend mal, ça va donner lieu à une malgestion de sa finalité de service marché. Conséquemment, le client va être insatisfait, donc il ne va pas aller chercher chez vous la transaction, il va préférer un substitut d'offre dans le marché. Merci, c'est compris. Est-ce que vous avez une autre question, Moussa? La deuxième question, c'est l'innovation de l'offre. Arriver dans une entreprise, quelle stratégie tu peux passer pour faire une nouvelle innovation de l'offre de l'entreprise, quoi? Bon, alors c'est là aussi une question large et complexe à répondre. Oui. Je tenterai d'y répondre en disant ceci. C'est que si les entreprises se donnaient un peu plus de mal pour enquêter auprès des clients actuels, pour savoir ce qu'ils attendent, ben, ils seraient en meilleure mesure de répondre à leurs demandes, bien sûr. Mais il y a aussi les gens qui n'ont pas exprimé une demande à l'endroit de l'organisation. Il y a peut-être dans ce marché-là, comme Chris Zook et Michael Rayner et d'autres auteurs l'ont démontré, il y a peut-être des gens qui pourraient être mieux servis par l'entreprise, mais qui ne connaissent pas l'entreprise. Donc, il y a un phénomène, comme Michael Porter l'a dit dès le début des années 80, le fameux gourou de la concurrence dans le marché. Si vous ne vous signalisez pas dans le marché, donc s'il n'y a pas de signalisation de qui vous êtes, ben, le client qui n'est pas encore client chez vous, c'est-à-dire le consommateur éventuel, je devrais dire, qui n'est pas client chez vous, il ne sait pas que vous existez, donc il ne va pas loger une offre, c'est-à-dire une demande auprès de votre organisation. Donc, si on veut au tout départ répondre à la question que vous posez, c'est un meilleur rapport ou un rapport plus direct d'enquête auprès des consommateurs actuels, de ceux qui ne sont pas consommateurs et également, et je termine là-dessus, une enquête auprès de ceux qui ont décroché. Pourquoi ils ne reviennent plus? La plupart du temps, les gens qui ne consomment plus chez quelqu'un d'autre, pas toujours, mais la plupart du temps, ont été insatisfaits de ce qui leur a été présenté ou de la façon dont ça leur a été présenté. Ils ne reviennent pas, ils n'expriment pas le pourquoi. Et il y a eu une enquête à la fin des années 60 par
une société aérienne, British Airways, qui s'est rendu compte qu'il y avait plus à gagner à retenir ses clients qu'à les perdre. Autrement dit, le coût de récupération d'un nouveau client était de 3 à 5 fois plus élevé que la rétention des clients qu'on avait. Alors, si on perd des clients, ça va coûter 3 à 5 fois plus pour les remplacer par d'autres. D'autres questions? Est-ce que ça répond? Oui, ça répond. Oui. Je me limite là, je ne suis pas la seule. Sinon, j'ai la troisième question, message. Si vous voulez bien, on va laisser. Gardez votre question et on va donner la parole à Christine. Je pense qu'elle a mis sa caméra, donc il doit avoir une question. Il n'y a pas de souci. Merci. Merci. Oui, moi j'avais deux questions à vous poser. La première question, c'est est-ce que la question de la motivation est uniquement propre à l'organisation de l'entreprise? Est-ce que ce n'est pas un peu lié également à la personne, à son projet de vie, à son projet personnel? Ça, c'est la première question. Et puis on va y aller une à la fois. Là, pour... Alors, vous faites bien de poser la question parce qu'effectivement, on n'est pas 2 personnes, on n'est pas 10 personnes, sauf que la personne baigne dans des environnements différents. Donc, par rapport à ces différents milieux d'expression, elle va avoir des attitudes qui vont varier. D'accord? Ce n'est pas comme telle la responsabilité de l'entreprise que de corriger la situation familiale ou communautaire dans laquelle la personne vit. Pendant, si l'organisation peut se le permettre, ben, elle peut chercher à aider une personne qui est en difficulté quelque part, mais ce n'est pas comme telle sa responsabilité. Il faut bien comprendre. Je veux dire, ce serait trop facile de dire, ben, je vais amener à l'intérieur de chez l'entreprise où je travaille tous mes problèmes familiaux et personnels et je vais demander à des tiers qui n'ont rien à foutre avec ma famille et ma communauté de régler mes problèmes. Il peut y avoir une aide d'apporter, mais ça doit être quelque part limité. Mais vous avez raison de dire que le comportement d'une personne, donc ces facteurs de motivation ne sont pas limités à un seul environnement. Par ailleurs, je vous dirais que l'embauche, quant à moi, c'est fondé non seulement sur des lectures et des recherches, mais 50 ans de gestion, justement, d'organisation à titre de premier dirigeant de ces organisations. Ce que j'ai pu constater, c'est que l'embauche est généralement très mal faite. Frederickson, qui est un PhD en psychologie, a produit des études, elle a produit des études qui démontrent que si on choisissait mieux son personnel à l'embauche, peut-être qu'on aurait moins de problèmes par la suite. C'est-à-dire choisir des personnes qui sont déjà positives, des personnes ouvertes aux autres, des personnes qui vont établir des rapports ou des relations stimulantes avec les autres plutôt que des pots de chagrin, pour ainsi dire. Alors, si vous choisissez mieux votre personnel au départ, vraisemblablement, vous allez avoir moins de problèmes par la suite. Une des questions auxquelles j'ai répondu, et c'est Géraldine qui me l'avait posée elle-même lors d'un live antérieur, justement, à l'embauche, on a tendance, chez la quasi-totalité des employeurs, d'embaucher vite, 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 parce qu'il y a un poste à combler. Alors, on va combler le poste avec quelqu'un qui ne convient pas, histoire d'éviter que d'autres personnes dans l'organisation doivent compenser pour l'absence d'une personne pour exécuter la tâche qui n'est pas rendue par le poste qui n'est pas comblé. Donc, on va faire vite, vite, vite pour éviter de surcharger les autres. Puis là, on va aller chercher quelqu'un à l'extérieur qu'on va devoir souffrir pendant les prochains 25 ans. Ça, comprenez là, la différence? Alors, vous avez Smart, si je me rappelle bien, c'est Jeffrey Smart, dans Top Grading, le titre de son ouvrage, Top Grading, qui propose justement, soyez plus attentifs au stade de l'embauche. Faites 2, 3, 4, 5, s'il le faut, entrevues d'embauche avec des personnes différentes pour qu'elles portent des jugements différents sur le candidat à l'embauche. De sorte que vous puissiez déterminer par la moyenne des réactions et des évaluations faites par ces différentes personnes si la personne s'inscrit bien dans le sens de la dynamique culturelle de l'organisation. Si vous avez quelqu'un qui émarge à la culture
vous allez avoir un problème par la suite avec cette personne-là. Donc, et je termine en vous rappelant la formule à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure. J'y ai fait allusion lors de live antérieur, la fameuse formule d'Anderson-Anderson. Le résultat à la tâche, donc éventuellement l'impact, si vous voulez, sur le résultat financier de l'entreprise et la performance sur le cycle de vie entier de l'entreprise, va dépendre hautement de cette formule d'Anderson-Anderson, c'est-à-dire le résultat à la tâche, c'est quoi? C'est vos habiletés techniques multipliées par votre état d'esprit. Le multiplicateur, ce n'est pas les habiletés techniques, c'est l'état d'esprit. Or, quand je vois sur LinkedIn et ailleurs des spécialistes des ressources humaines qui mettent l'accent sur la recherche du talent, c'est-à-dire les habiletés techniques, je suis infiniment désolé, ils sont complètement à côté de la plaque. Bien sûr, pour exécuter la tâche, on va s'attendre à ce que les habiletés techniques soient au moins basiques, soient au moins là, mais ça peut être comblé par un apprentissage. Parce que dans chaque milieu de travail, les habiletés techniques ne sont pas utilisées de la même manière. Sauf que dans tous les milieux de travail, l'état d'esprit fait référence à des types de comportements humains qui, en principe, sont à peu près les mêmes chez tous les humains. Et ça ne s'apprend pas. C'est là ou c'est pas là. Autrement dit, quelqu'un qui est par nature pessimiste, c'est pas demain matin, en entrant dans une organisation, il va côtoyer un ensemble de personnes optimistes qui va devenir optimiste pour autant. Je suis pas du tout convaincu de ça. Est-ce que ça répond un peu à votre question? Oui, oui, un petit peu. J'avais une deuxième réaction. On parle beaucoup, quand on parle de motivation, on fait référence à motivation, démotivation, et on parle assez peu de la surmotivation. Je ne connais pas de surmotivation. En passant, là, les gens qui vous disent « moi, je suis engagé à 120%, je regrette infiniment, là, au-delà de 100%, je veux dire, il n'y a personne qui peut s'engager. Il n'y a rien au-delà de 100%. À moins de dire, parce que la plupart du temps, quand les personnes nous disent « moi, je suis engagé et je produis à 120%, là, ils sont en train de vous dire qu'antérieurement, ils sous-produisaient. C'est ça qu'ils sont en train de vous dire. Parce qu'on ne peut pas produire au-delà de sa capacité de produire. D'accord? Alors, sur la question de la motivation comme telle, vous avez raison, les enquêtes de Gallup vont décanter les résultats en trois. Vous avez les engagés, les désengagés et les non engagés. Alors, les engagés, c'est quelqu'un qui est volontaire et qui veut pouvoir se dépasser, donc s'accomplir lui-même à travers sa tâche. Et il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'organisation parfaite, soit dit en passant, comme il n'y a pas de personne parfaite. Donc, il n'y a pas de contexte parfait. Les désengagés, c'est des gens qui sont entrés dans une organisation et qui ont déchanté à un moment donné. Alors, vous avez sans doute vécu, parce qu'on a tous plus ou moins, on est tous passés plus ou moins par la même chose, c'est-à-dire on est entré dans une organisation tout feu, tout flamme. Hein? C'est extraordinaire, j'ai un nouveau poste, c'est extraordinaire, puis 3 semaines plus tard, c'est pouf, ça se dégonfle. Pourquoi ça se dégonfle? Parce que là, on a commencé à comprendre là où on était, puis ce qui est en train de se passer. Et soit dit en passant, ça, c'est un problème justement d'embauche. On demande aux candidats d'être le plus transparent et de répondre le plus justement aux questions qui lui sont posées, sauf qu'on ne lui dit pas, nous, de notre côté, ce qu'on est comme organisation. Vous comprenez? Les seules questions posées sont à la charge du candidat et non pas à l'endroit de l'organisation qui embauche. Sauf que la personne va entrer dans un milieu de travail donné et là, elle va devoir s'ajuster. Donc, les personnes désengagées sont désengagées par le contexte du travail et les conditions générales d'exécution de la tâche. Donc, ça réfère à l'élément de culture, de climat, les différentes choses auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure. Ils sont des éléments d'identité propre de l'organisation. On déchante par rapport à ça. Et les non-engagés, ça, c'est probablement la partie la plus triste. C'est-à-dire que les engagés, on peut savoir un peu pourquoi ils sont engagés. Les désengagés, on arrive à identifier, mais les non-engagés, c'est des personnes qui n'ont jamais été stimulées par l'organisation en question. Ils sont restés là au neutre. Et c'est une portion qui peut potentiellement être récupérée, mais qui est difficilement récupérable. C'est ça pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit qu'à l'embauche, on doit être plus attentif
aux croyances, aux valeurs, aux comportements démontrés par la personne pour savoir si la personne correspond le plus possible aux dimension culturelle de son organisation. Si ce n'est pas le cas, on va avoir un problème de comportement et je vous ai dit que les résultats en termes d'activité de l'entreprise, selon la formule d'Anderson, c'est les habiletés techniques que j'apporte multipliées par mon état d'esprit. Le multiplicateur, c'est l'état d'esprit et c'est ça qui est le plus important. Alors, tous les chercheurs, là, pardon, tous ceux qui sont dans le domaine des RH vous disent qu'ils embauchent des compétences. Essayez donc d'embaucher des valeurs avant d'embaucher des compétences, parce que les compétences, on peut arriver à les complémenter en formant à l'intérieur la personne, alors que le redressement d'état d'esprit, c'est à peu près pas réalisable. C'est d'ailleurs un des critères majeurs aujourd'hui en termes de recrutement. Ça devrait être majeur en termes de recrutement. Et je vous dirais que personnellement, j'ai déjà écrit sur la question du rôle des RH dans les organisations. On utilise fort mal les RH dans les organisations. On les utilise justement pour faire du recrutement. Or, ils vont recruter quelqu'un qui va devoir travailler avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas vraiment au sein de l'organisation. Et c'est cette personne-là qui a besoin d'avoir des rapports quotidiens avec le candidat qui va être retenu et non pas la personne qui est au RH. Ce qu'on devrait avoir, à mon sens, au RH, c'est des personnes qui vont être spécialisées en psychologie du comportement, en communication justement, en dimension sociale et qui vont aviser la direction et les autres personnes sur ce qu'elles devraient faire pour aller chercher les meilleures personnes. Mais le recrutement ne devrait pas être fait par les RH, il devrait être fait directement par les personnes qui vont avoir à travailler avec les candidats et qui vont avoir éventuellement à les promouvoir et qui vont avoir à les évaluer. Bien sûr. Et je comprends là, que ça s'inscrit en faux par rapport à tout ce qui se fait actuellement, mais je vous dirais justement, c'est là où le bas blesse. C'est qu'on utilise les RH pour aller recruter dans le marché des talents, des compétences, alors que tout se joue au niveau du comportement des personnes. L'organisation est un milieu de vie sociale pour fin d'exécution d'une tâche économique et non pas l'inverse. Merci. Ce n'est pas un milieu économique qui va se satisfaire du comportement plus ou moins erratique des personnes, c'est le contraire. C'est des humains qui travaillent là-dedans, ce pas des machines encore. Je comprends qu'il y a beaucoup de machines, mais pour l'instant, il y a beaucoup d'humains également. Est-ce que ça répond? Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, vous aviez raison, Gallup fait la différence entre les engagés, les désengagés et les non-engagés. Et c'est important de comprendre que ce n'est pas la même chose. Et que la cause de l'engagement, du désengagement et du non-engagement n'est pas une seule et même cause. D'autres questions? Vous aviez une autre, je crois qu'il reste une question, il me semble. Oui. Allez-y, je vous en prie. Je crois que vous aviez encore une question, il me semble. OK. Juste la dernière question, c'est quand vous parlez de la compréhension entre la différence, cause, effet et impact. Oui. Voilà. Bon, alors, vous avez Taishi Ohno qui a proposé une méthode de 5 questions. Lorsque vous identifiez ce que vous appelez généralement un problème dans une organisation, vous allez vous poser la première question, c'est pourquoi ce problème existe. Une fois que vous avez déterminé pourquoi, vous prenez cet élément-là et vous demandez pourquoi celui-là existe. Et vous faites ça 5 fois. Et Taishi Ohno vous dit, vous avez des grandes chances de vous retrouver effectivement avec la cause véritable. D'accord. Alors, l'exemple que j'ai donné, pour simplifier les choses, l'exemple de l'automobile, c'est l'automobile est la cause, l'effet de l'automobile, c'est le CO2, gaz carbonique, et l'impact, c'est la pollution. Et ce n'est pas la même chose. Mais si on veut identifier le problème, la plupart des gens vont vous dire c'est le problème du CO2. Le véritable problème entre vous et moi à régler, c'est la cause. La cause, c'est l'automobile. J'ai simplifié là. Parce que si on va plus loin, là, des écologistes pourraient me dire, mais attention, là, au niveau du gaz méthane, les vaches, les animaux sur Terre émettent beaucoup plus de méthane que l'ensemble des voitures sur la planète, ce qui n'est pas faux.
Et là, je vous donne un exemple. Je ne suis pas en train de régler tous les problèmes d'écologie à l'échelle planétaire. Là. Je suis en train de vous donner un exemple pour comprendre qu'il y a une différence entre la cause, l'effet et l'impact. D'accord. Et si j'ai insisté encore une fois sur ces dimensions-là, comme sur d'autres, c'est pour vous dire que lorsque l'on parle des concepts, des notions et des termes que l'on utilise en management et en entreprise, on n'est pas suffisamment attentif aux termes que l'on utilise, de sorte que les personnes à qui on parle de ces questions-là ont une mauvaise compréhension de ce qu'on veut transmettre. Et là, on s'étonne de n'être pas compris et ça donne évidemment des résultats autres que ceux qu'on attendait au départ. Si on était un peu plus attentif aux termes que l'on utilise et qu'on se comprenait mieux, justement, je faisais allusion tout à l'heure à l'importance de la communication entre les acteurs preneurs à l'activité de l'organisation, si on était plus attentif à l'utilisation des termes et qu'on définissait mieux les choses, on réglerait les problèmes avant même d'entamer le service au marché. Alors, dans le modèle Mazous-Leclerc-Tardif auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, la bonne compréhension de l'organisation suppose que dès le départ, avant même le service au marché, j'ai en main ce qui va répondre aux besoins du marché. Et non pas, moi, je vais déterminer ce que le client voudrait. Ce qu'un nombre incalculable d'entreprises et d'organisations font, c'est qu'entre eux, ils se réunissent entre eux pour déterminer ce que le client devrait recevoir comme bien ou service. Oui, mais si le client n'en veut pas, vous ne le saurez pas. Et il n'achètera pas chez vous. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, comme vous ne faites pas d'enquête auprès des clientèles qui n'ont pas encore été servies, ben vous ne serez pas éclairé sur ce qui manque pour que vous ayez une clientèle additionnelle. Est-ce que ça va? Ça va, oui. Ça va, ouais. Mais écoutez, il est 16h30. Je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. Oui. Ouais. Encore une fois, merci à tous pour votre participation active. Merci Marcel pour ce sujet traité en profondeur. Et puis, je vous invite tous sur la prochaine thématique. Voilà, si vous n'êtes pas encore inscrits, je vous rappelle le thème, ça va être satisfaction, motivation. Hop, attendez, je l'ai pas en entier. Et ça va répondre un peu à la question de Christine Oui, tout ça à va l'heure. être la suite. Bon, il faut bien comprendre que dans un exposé d'une heure ou à peu près, je ne peux pas tout dire, je ne peux pas tout couvrir. Ça se comprend. J'essaie de ramasser le plus de choses utiles dans une perspective de gestion utile et efficiente des mécanismes de gestion de l'activité. Voici le thème satisfaction, motivation, engagement au travail. Excusez-moi. Donc écoutez, j'espère qu'on aura le plaisir de vous retrouver sur cette thématique-là. Oui, Christine, vous voulez rajouter quelque chose ? Je voulais juste poser une petite question très technique. Est-ce qu'il est possible qu'on reçoive les PowerPoint? Alors, malheureusement, non. Non, c'est pas possible. Par contre, le replay… Ça fait partie de la propriété intellectuelle de l'auteur, ce qui n'est pas convenu au départ, sauf que, comme Géraldine allait vous le dire, les présentations sont en principe sur le site par la suite. Donc, vous pouvez revenir sur le site du SUSI pour voir les présentations. Oui, ça mériterait une relecture. Voilà, donc ça va vous permettre de revenir sur le replay pour ce temps-là. Il faut faire un petit travail additionnel si on veut approfondir sa réflexion et non pas tout simplement recevoir, comme on dit. J'ai assisté à de nombreux congrès dans ma vie où on ramassait un tas de choses, on apportait ça à la maison et on ne les regardait jamais. C'est volontairement un choix de notre part pour être vraiment présent sur le moment d'échange, échanger avec Marcel. Voilà, le replay permet tout à fait de retourner sur les notions abordées, parce que c'est vrai que l'heure est assez dense, on le comprend très bien. Mais voilà, c'était une volonté d'être plutôt dans l'échange que réellement sur le support. Et vous nous indiquerez comment pouvoir visionner le replay? Oui, bien sûr. Vous recevrez derrière le lien dans l'invitation où vous pourrez accéder au replay sur notre site. En fait, le lien sur lequel vous vous inscrivez sur notre site internet et le lien également en fin de page où vous pourrez retrouver tous les replays. D'accord, donc on peut déjà revisionner la première conférence. Alors, la première conférence n'est pas encore en ligne, mais vous aurez celle du premier semestre qui seront présentes. Et on va dire que sous une dizaine de jours, là, vous aurez accès au replay. Mais de toute façon, je vous ferai partir un petit mail pour vous dire le replay est disponible sur le site, vous pouvez y retourner. Comme ça, ça vous permettra d'aller directement sur le lien. Merci infiniment pour votre participation.
Eh bien, merci à tous. Très bon après-midi à vous et puis au plaisir de vous retrouver dans une quinzaine de jours à la même heure. Ok. Merci. Merci à vous. Merci.